Place à la trêve internationale, oui, mais l'actualité du FC Metz ne s'arrête pas pour autant. La liste des Grenats en sélection, la programmation du week-end, retour sur ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Le mercato, après prolongation, s'est terminé pour le club à la Croix-de-Lorraine. Quel bilan faire après cet été? Équipe plus ou moins forte que l'an passé? Nous allons tenter de répondre à cette question avec vous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau Graulimac, toujours en direct sur Twitch le jeudi, histoire de débattre de l'actualité du FC Metz, rythmée par la trêve internationale, la première de la saison. Ça ne nous empêchera pas de parler un petit peu de ce qui se passe autour du club à la Croix-de-Lorraine avec nos chroniqueurs du jour. Il découvre ce nouveau plateau, c'est Stéphane Borbiconi. Salut Aymeric, salut à tous. Salut. On a changé l'appartement. Magnifique, ça me donne des idées pour chez moi. Eh bien, on te donnera toutes les références avec plaisir. À tes côtés, Patrick Muller est avec nous. Salut Aymeric. Tu découvres toi aussi tout ça. Ouais, merci, c'est cosy, c'est plutôt sympa, ça fait plutôt envie. Je sais que dans de précédentes émissions, on se faisait parfois des petits câlins sous la table. Là, ça va être un peu plus difficile. Il va falloir te retenir un petit peu, mais tu as le droit de mettre une petite main sur la jambe de ton partenaire si tu veux lui prendre le bâton de la parole. À tes côtés, Stéphane Molliens, qui lui est déjà venu. C'est même toi qui as un petit peu inauguré ce plateau, j'ai envie de dire. Ouais, mais que les spectateurs se rassurent, je n'étais jamais à côté de Patrick Muller. Et maintenant, on sait pourquoi. C'est à quoi tu t'exposes. Maintenant, on sait pourquoi. Voilà. Ouais. Messieurs, on va passer en revue l'actualité de cette semaine du côté du FC Metz. C'est l'heure du journal de la Ligue 1. Et oui, malheureusement, nous sommes déjà en trêve internationale. On met en pause cette bonne vieille Ligue 1 que l'on aime tant pour regarder un peu ce qui se passe du côté des sélections. Et 5 Grenats vont rejoindre leur équipe nationale pendant quelques jours. On va dresser la liste, si vous voulez bien, avec Jean-Philippe Guillaumin qui va aller du côté de la Côte d'Ivoire, Georgi Tsitsashvili et Abuashvili qui va faire sa première avec la Géorgie, Cheikh Sabali est de retour avec le Sénégal, tandis que Bryan Maggio, qui a beaucoup fait parler de lui, notamment sur ce plateau la semaine dernière, est avec les U17 anglais et a déjà marqué pour son premier match avec les jeunes anglais. Messieurs, quand on voit cette liste-là, on se dit que ce sont des éléments assez confirmés entre Sabali, Gebama ou encore les Géorgiens. On est content de se dire que les éléments du FC Metz qui ont besoin peut-être de s'adapter un peu plus, les dernières recrues notamment dont on parlera après, Patrick, sont à l'entraînement et vont pouvoir bosser les automatismes avec le FC Metz. Ouais, je trouve que quand on voit ce casting, c'est quand même des sélections qui ont un certain standing. Je suis content de voir qu'on a 2 internationaux géorgiens dans notre effectif. Ça nous manquait d'afficher le drapeau de la Géorgie. Pardon ? Ça nous manquait d'afficher le drapeau de la Géorgie. Gbama, la Côte d'Ivoire, avec des échéances importantes. Bryan Maggio, on peut en parler en 2 secondes ou... Oui, on peut évidemment. Moi, sur le papier, pour être tout à fait honnête, quand j'ai vu qu'il refusait la sélection luxembourgeoise, je me suis dit, est-ce qu'on a un début de boulard là ? Est-ce qu'il ne faut pas se détendre un peu ? Je trouve que c'est courageux ce qu'il fait de se dire j'ai des ambitions. Si un jour je peux rejoindre les Three Lions, je suis parfaitement avec l'accent, s'il vous plaît. Voilà, merci. Je vais me donner les moyens, quitte à redescendre chez les U17, une catégorie d'âge qui est un petit peu plus peut-être appropriée. Oui, parce qu'on le rappelle, il ne peut pas jouer avec la A, même s'il a envie de changer de section. Il va falloir attendre 3 bonnes années quand même. Bon, il aura 19 ans à ce moment-là, ça va, ce sera le début d'une carrière internationale. C'est un vrai pari. Il peut toujours jouer avec les jeunes. C'est un pari un petit peu risqué quand même, parce qu'il faut qu'il ait une grosse confiance en lui quand même, parce que aller toucher les Three Lions, avec mon accent du Texas... c'est pas chose facile et du coup si il plafonne un petit peu dans sa carrière et il réussit pas à toucher l'équipe première anglaise, le retour en arrière n'est pas possible. Donc ça sera un pari risqué pour lui. Stéphane, c'est vrai que quand on regarde en général les trêves internationales, on se demande toujours qui va quitter le FC Metz, notamment en année de Coupe d'Afrique des Nations. Pour le moment, c'est très calme, on le sait, certains joueurs sont blessés, comme Michel Mboula par exemple, mais il y en a quand même pas mal qui sont partis du club. On pense à Alexandre Oukidja, Blaye Jallo, Fally Kandé. Il y en a peut-être un petit peu moins qui vont manquer cet hiver au FC Metz aussi. Oui, alors après, on est toujours partagé quand on voit partir ces garçons, parce que déjà, ils quittent le club quelques jours et à l'heure actuelle, on a besoin non seulement de tout le monde à l'entraînement, à commencer à l'entraînement, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup d'automatisme avec les nouveaux joueurs. On a un garçon en défense centrale qui est aujourd'hui titulaire, qui s'en va, et du coup, on a un autre garçon qui est suspendu 3 matchs. Donc, encore une fois, ce n'est pas une situation qui va arranger le club, en tout cas dans un secteur de jeu qui aujourd'hui en a pris 7. Et puis,
Pour les autres, déjà, il faut se contenter d'avoir les internationaux. Je trouve que c'est plutôt bien, d'autant plus qu'ils... C'est gage de qualité dans ton effectif. C'est un gage de qualité. Et puis, un garçon comme Sabali, je mets entre parenthèses le dernier épisode, mais c'est quand même quelqu'un qui était complètement inconnu. Patrick, sinon. Non, mais c'est quelqu'un qui était complètement inconnu par la sélection du Sénégal avant qu'il arrive à Metz. Ça veut dire que le travail qui était fait à Metz avec lui a été de qualité. Du coup, il récompense bien le FC Metz avec la team. Du coup, il a très... Non, je voudrais qu'on mette vraiment entre parenthèses ce truc, enfin moi personnellement, parce qu'il ne faut pas envenimer les choses non plus trop. Non, je suis partagé toujours, mais après, on le sait, mais c'est le lot de tous les clubs. Donc, ils vont revenir, ils vont avoir peut-être un temps de jeu plus ou moins limité. Malgré tout, ça les laisse dans le circuit de la compétition. Donc, il faut y voir du positif quand même. Hein. Pardon Stéphane, on est quand même moins impacté que beaucoup de clubs de Ligue 1. Hein. J'ai vu que Monaco, alors évidemment c'est pas les mêmes d'autres catégories, hein, je crois que c'est 24 ou 25 joueurs qui s'envoient en sélection. 25. Ah oui, ils font des fives maintenant à l'entraînement. Ils sont plus assez pour faire plus de toute manière. Je ne sais même pas s'ils sont assez pour des fives. Ils n'ont qu'une équipe, ils cherchent là, ils ont mis des messages sur les posts Facebook. Je crois qu'on est, on est club de Ligue 1 moins impacté, si l'on peut dire, ou en tout cas qui est moins concerné en termes de nombre par des départs de joueurs internationaux. Donc, je crois qu'il y a deux choses essentielles. La première, si on se place du point de vue individuel des joueurs, c'est sûr que ça vient couronner un travail et c'est bien, ça offre une visibilité aux joueurs qui valorisent justement leur qualité. Maintenant, si on se place du point de vue du club et du coach, Stéphane Lemignan, il a besoin de bosser avec l'entièreté de son effectif. Il y a eu beaucoup de mouvements, on en parlera tout à l'heure, des arrivées, des départs, des arrivées tardives. On a 0 point sur 9, Stéphane, tu le soulignais, on a pris 7 buts en 3 matchs. Je pense que si on se met du point de vue égoïstement du FC Metz, évidemment que Stéphane Lemignan préférerait que ces joueurs-là restent avec lui pour bosser, d'autant plus qu'ils vont faire beaucoup de kilomètres, des voyages en avion, avec des risques de blessures. Alors on espère que ça n'arrivera pas, évidemment, mais tous ces paramètres doivent être pris en compte après le fait d'être content pour une sélection. J'en profite pour répondre à ceux qui sont avec nous en direct. On a Clément qui nous demande si on est certain qu'il faut attendre 3 ans, citant l'exemple de Diego Costa qui a joué pour le Brésil et l'année d'après pour l'Espagne. Alors ça apparente vraiment les joueurs qui sont âgés de moins de 21 ans pour les 3 ans. Après avoir fait quelques petites recherches à la bibliothèque, notamment, je me suis permis de faire au CDI. J'ai loué un livre pendant quelques temps. Il faudra que tu le rendes d'ailleurs. Oui, c'est vrai, parce que sinon je vais avoir des amendes. Et ça, non. On va se pencher. On peut s'énerver sur Sabali, Aymeric ? Pardon ? On peut s'énerver sur Sabali, du coup ? On l'a déjà fait. On a encore plein de choses à faire. Mais on en reparlera un petit peu de Sabali, si ça peut te rassurer. Ouais, j'aimerais. On va passer à la deuxième information. Tu parlais de travailler avec le groupe au complet. En tout cas, ceux qui seront présents auront un match amical prévu à Frascati. Ce sera ce samedi face à la formation de Strassen, pensionnaire de première division au Luxembourg. Évidemment, il est toujours mieux de jouer un match en période de trêve internationale. Bon. C'est pas l'affiche qui fait peut-être le plus rêver, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on l'a dit, quoi de mieux qu'un match amical pour répéter ses gammes. Ah oui, c'est bien déjà pour les joueurs, pour donner du temps de jeu à ceux qui en manquent. Je pense notamment, par exemple, à un garçon comme Morgan Bokele. C'est important pour l'entraîneur, pour faire des essais, notamment au niveau de la charnière centrale, même si Bama ne sera pas là. Mais c'est bien pour laisser tout le monde un petit peu sous pression, donner du temps de jeu et puis homogénéiser un petit peu les séquences physiques entre ceux qui ont plus joué, peut-être laisser un petit peu au repos, et puis les nouveaux arrivés, on en parlait tout à l'heure, comme Habib Diallo, est-ce qu'il aura un petit peu de temps de jeu pour un petit peu se familiariser avec ses nouveaux coéquipiers. Donc tout ça fait qu'il y a plein d'intérêt, évidemment, à jouer un match, même contre une équipe, sans leur faire injure, mais modeste, du championnat luxembourgeois. Une rencontre qui aura lieu à Frascati, on l'a dit, un samedi, coup d'envoi donné à 10h30, ce sera à huis clos pour toute une série de règles, notamment liées à la réserve, dont le terrain sera utilisé le lendemain. Parce que ça, c'est la troisième information. La réserve et les féminines sont de retour à domicile en championnat. Donc la réserve qui jouera à Frascati le lendemain. Donc pas question d'aller abîmer ou quoi que ce soit le terrain. Donc on va faire jouer à huis clos ce match amical de l'équipe première pour que cette équipe qui pour le moment réserve, qui est sur un nul et une défaite pour les débuts de son nouvel entraîneur, va tenter de lancer officiellement sa saison à domicile.
De même pour les féminines qui font leur première journée de seconde ligue face à l'OGC Nice à 13h ce dimanche. Ce sera au stade de Zavel. Patrick, on en a un petit peu parlé. C'est vrai que c'est un petit peu l'an 2 de Marine Morel. On a parlé de Stéphane Lemignan l'année dernière qui venait avec un nouveau cycle. Marine Morel également. On attend de voir ce qui se passera. Beaucoup de joueuses sont restées. Il y a eu quelques nouveautés aussi. On est un petit peu curieux de voir ce que ça peut donner désormais. Oui, exactement. C'est l'an 2 pour Marine Morel qui a repris l'équipe dans des conditions pas si simples puisqu'elle s'était maintenue sur la dernière journée de la saison précédente. Et qui était joueuse l'année d'avant, qui est une jeune coach qui doit avoir 32 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc, qui a vraiment tout de suite enchaîné sur un deuxième cycle de sa carrière. Elles font une première phase l'année dernière quand même assez compliquée, avec peu de buts inscrits, une défenne plutôt solide. Et des défaites frustrantes. On se souvient souvent à un but d'écart, peut-être des buts pris dans le temps additionnel aussi. Et puis, il y a, je ne sais pas si c'est ce moment-là qui est le marqueur, mais il y a une espèce peut-être de déclic contre Marseille. Où elle s'impose, je crois, en début d'année 2025, 2-0. Ça débloque un peu la situation, ça donne un petit peu de confiance. Et on a une équipe qui, sans engranger énormément de points, termine quand même à la 6e place. Qui a su faire des matchs assez intéressants. Alors, il y a eu cette défaite à Saint-Symphorien contre Lille, malheureusement. Mais la semaine d'après, à Félix Bollert, elles ont réussi à gagner contre Lens, qui était dans les hauteurs du classement. Des victoires qui ont leur importance finalement. C'est Lens qui est monté. Oui, c'est Lens qui est monté avec Marseille. Et oui, on est curieux de voir effectivement ce que ça peut donner. Un groupe relativement consolidé pour l'instant, avec effectivement quelques recrues et puis pas mal de joueuses qui sont restées. Ça va être intéressant de savoir ce que ça va donner. Après, quand tu finis 6e avec 25 points, je pense que l'ambition l'année d'après, c'est de faire mieux. De rentrer dans le top 4 de championnat. Et on a quand même... Non, je dis ce qui est intéressant, une petite parenthèse que j'ai vu ce matin dans la presse, c'est qu'en fait nos confrères de sport en France vont diffuser les meilleures affiches de la seconde ligue féminine. Moi je trouve ça génial parce que tu vois, on est tout le temps, on a toujours des références en fait dans chaque sport et souvent c'est le très haut niveau. Et donc on a des matchs comme ça très haut niveau, mais en fait c'est pas comme ça qu'on arrive à fidéliser un public. Donc il faut qu'on voit des matchs d'un niveau inférieur et puis ça permet aussi, quand on a l'occasion, de voir aussi nos équipes. Parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de se déplacer ou quand on habite un peu loin. Donc moi je trouve ça super. C'est déjà le cas dans d'autres championnats étrangers, notamment au niveau des hommes. On voit en Bundesliga, il y a la Bundesliga 1, la 2, même la 3e division est diffusée à la télé. Ils ont des audiences quand même sympas. En Angleterre, c'est le cas aussi. Il y a un peu un niveau intermédiaire entre l'amateur et le pro. Là, dans ces pays-là, ils sont complètement pro, même en 3e division, mais il y a un vrai regard et une attention particulière aussi pour ces championnats-là. Et puis il y a eu quand même pas mal de menaces ces derniers temps sur les sections féminines d'un certain nombre de clubs, avec effectivement les difficultés financières qui sont celles du foot aujourd'hui. On a cru à un moment que les sections féminines, même si elles pèsent, pardon de le dire, pas énormément dans un budget, pouvaient être une espèce de variable d'ajustement pour un peu... C'est arrivé dans certains clubs. Oui, c'est arrivé malheureusement. Mais là, on a quand même le sentiment que... alors, s'agissant du FC Metz, c'est la seconde ligue, mais la première division, je ne connais pas son appellation. Arkema Première Ligue. Voilà, je ne cite pas de sponsor ou de... C'était 3 autres normalement, je crois que c'est la règle. Bon, ça va alors. Et il y a quand même une division qui se structure avec de gros clubs qui sont maintenant en D1, avec la montée, on l'a dit, de Marseille, de Lens. Voilà, les concurrents du FC Metz, on va imaginer que c'est pour partie ceux de l'an dernier, avec Toulouse, avec Saint-Malo, avec Reims qui descend, peut-être Guingamp qui est aussi un club historique du foot féminin en France. Ça va être intéressant. Maintenant, comme tu l'as dit, Steph, tu es 6e sur la saison d'avant. Ton entraîneur est là pour une 2e saison. Tu as un effectif qui est préservé, si l'on peut dire, par rapport à la saison d'avant. La suite logique, faire au moins aussi bien. Oui, faire au moins mieux que ça. Et essayer de se mêler effectivement à la lutte pour la montée. Il y a 2 clubs qui montent. On verra dans quel état est donc le groupe de Marine Morel. Nous, on va se concentrer sur le groupe de Stéphane Lemignan. C'est le cœur de cette émission du jour. C'est l'heure du focus. Et messieurs, c'est l'une des dernières fois de cet été que l'on va parler du mercato, ce qui nous a un petit peu emballé depuis plusieurs semaines maintenant. Ça s'est terminé ce lundi à 20h avec quelques officialisations du côté du FC Metz. On va revenir sur ces annonces comme celle du départ en prêt de Joseph Ndoukidi du côté d'Amiens. Stéphane, un prêt pour Joseph Ndoukidi, ce qui n'est pas forcément totalement déconnant pour le joueur qui a peut-être besoin d'aller trouver un temps de jeu régulier, on va dire. On sait qu'il devait déjà passer de milieu à défenseur cet été. Bon, là, le club a trouvé d'autres joueurs. Au milieu, c'est un peu bouché.
la Ligue 2 pour sa carrière, c'est une très bonne chose. Oui, alors pour moi, c'est une très bonne nouvelle pour le garçon parce que je me suis dit depuis déjà son petit avènement en Ligue 1 sous l'ère Bologna, on ne sait pas trop où le positionner. Est-ce que Bologna l'avait même mis... Lui-même avait dit que c'était un joueur qui peut jouer un peu partout. Ouais. Mais peut-être c'est aussi son défaut, quoi. En milieu défensif. Ouais, mais c'est un garçon, en fait, lui-même ne savait, je pense, même pas trop, parce que comment je positionne dans le groupe, en fait, parce que il joue pas, il est sur la feuille, pas sur la feuille. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui avait une forme d'instabilité dans ses performances. Et je pense que c'est certainement quelqu'un qui n'a pas trouvé la bonne carburation encore ici dans son club. Donc, parfois, dans la vie d'un sportif, il faut une rupture. Et une rupture qui peut être comme ça, et je l'espère pour lui, positive, en allant se faire un petit peu de l'expérience là-bas à Amiens. Et je trouve ça plutôt bien. En plus, c'est un lien avec Amiens qui fonctionne maintenant depuis quelques années. Et il n'est pas très loin. Ce n'est pas un club qui va lui poser des problèmes. Et puis, Amiens a gardé le souvenir de Malik Mbaye avec beaucoup de positivité. Donc, je pense que ça s'était bien passé pour lui d'ailleurs. Après, je ne sais pas comment il va être utilisé. Est-ce que c'est plutôt au milieu défensif ou plutôt dans l'axe central d'une défense, comme l'a souligné Stéphane Lemignan, où il le positionnait, lui, plus comme ça. Je suppose qu'il y a eu des demandes peut-être aussi en amont quand tu fais ce genre de prêt. Peut-être que l'entraîneur demande aussi à... Peut-être bien, mais moi, ce que je trouve super intéressant, si tu veux, au niveau d'Amiens. Ouais, moi, ce que je trouve super intéressant, et pour terminer, c'est juste que ce garçon a besoin de faire une saison complète. Ouais. Parce que tout le monde, il a même connu la sélection nationale dans sa catégorie de jeunes. Donc, ça veut dire quand même qu'il a un potentiel à développer. Et j'espère pour lui que non seulement il va le développer cette année, mais que le FC Metz en profitera par la suite. En plus, certes, il est prêté, mais il a été prolongé. Ce joueur, ça veut dire qu'il y a quand même une vraie marque de confiance du club qui compte sur lui et qui veut le prêter, effectivement, comme tu l'as dit, dans une optique de développement. C'est un club sain, c'est quand même un club solide, Amiens. En tout cas, c'est mieux que de rester à Metz sans jouer. En étant vraiment en ayant un temps de jeu vraiment épisodique. Ouais. Pour lui, dans sa progression à titre personnel, c'est mieux de s'installer dans une équipe, de gagner sa place et puis de jouer. Et il saura si c'est vraiment un joueur pro de Ligue 2 capable d'enchaîner les performances. Et il reviendra, je pense, plus fort à Metz. Moi, je me souviens à son âge aussi où je jouais pas. Et ça m'a fait du bien d'être prêté en Ligue 2 à Martigues, où j'ai fait 38 matchs de suite et je suis revenu avec plus d'expérience, plus de maturité, plus aussi de repères et de confiance en moi. Et la perception des autres était différente parce qu'ils avaient un jeune du centre de formation qui était parti, ils ont récupéré un vrai joueur de Ligue 2 à ce moment-là. Et alors, c'est à ce moment-là, quand tu es prêté à Martigues, est-ce que l'entraîneur actuel du FC Metz, c'était qui ? C'était Albert Cartier. Albert Cartier, il avait fait des recommandations par rapport au club. Non, mais lui, je l'en remercie d'ailleurs parce qu'il a eu un discours très juste à l'époque. On était en fin de prépa et il m'a dit, écoute, ça va être compliqué pour avoir du temps de jeu, tu joueras au gré des blessures, des suspensions, ce que tu fais c'est bien, on croit en toi, on a confiance en toi, mais c'est encore un peu juste à l'époque on était en Ligue 1, donc ça serait bien une solution, d'envisager une solution de prêt. Et moi je l'ai pris un peu comme une opportunité de voir autre chose, de m'émanciper, de plus être ce petit garçon un petit peu du centre de formation, gentil, etc., de franchir un palier, tout simplement. Et là, comment ça se passe ? Ton agent qui gère un peu après le truc ? C'est l'agent, qui gère avec le club. Donc après, une fois qu'on a fait ce constat-là, où prêter il y avait, je me souviens, Preston en D2 anglaise. Il y avait Germinal Berscott, je crois, en Belgique. Ouais. Donc c'était un choix entre ces trois clubs-là. Et moi, je souhaitais rester en France, dans le championnat français. Et les palmiers, le soleil. Là, ça, c'est à Preston, il y a beaucoup moins de palmiers quand même. Moins connu pour ça. On parle de prêt, messieurs. Il y en a un autre dans d'autres conditions qui a été officialisé. C'est celui d'Idrissa Gueye du côté de l'Udinese, avec une option d'achat obligatoire, 10 millions d'euros fixes et jusqu'à 5 millions de bonus. Patrick, le juste prix d'Idrissa Gueye, qui était un peu, on peut le dire, en dedans sur ce début de saison, peut-être à cause du mercato ? Juste prix, j'en sais rien, pour être honnête. Oui, on annonçait des sommes supérieures. 10 millions, pour moi, c'est énorme. C'est énorme. Juste prix,
Enfin, je veux dire, on ne va pas... Diallo a été vendu à Strasbourg 10 millions. Et c'était un record... Mais il avait brillé. Il avait des matchs, il a prouvé. Là, c'est une demi-saison de Ligue 2 Je ne dis pas qu'il n'a rien prouvé, mais c'est un peu le football actuel. Maintenant, tu paries sur un potentiel. de la spéculation. Exactement, c'est de la spéculation. Non, mais Alors, c'est un très bon joueur, moi j'aime bien, il est jeune, encore perfectible. Mais c'est vrai que 10 millions plus immense. 5, pour Metz, c'est... Non, je voulais juste dire, Steph et Émeric, pardon, voilà, on peut se dire, j'entends, ouais, mais on parlait de 15, qui était encore plus hors sol, ce montant-là, mais on ne va pas mettre le curseur là. On va se dire que c'est un garçon qui a fait une demi-saison, qui a marqué 5 buts, qui, je vais être un peu violent, semblait ne plus réussir à mettre un pied devant l'autre. Rappelez-vous de ce contrôle contre le PFC, alors on ne va pas juger... Et puis surtout du fait qu'il n'était pas titulaire, alors qu'il était là, c'est Bryan Maggio qui a été préféré, ça veut quand même dire beaucoup. Oui, ça ressemblait quand même beaucoup à un déclassement, ou à un désaveu, comme on voudra, déclassement c'est peut-être un peu dur. Dans la balance, je pense qu'il y avait aussi... l'envie de le préserver pour le mercato. Oui, exactement, je pense qu'il est dans la salle d'embarquement, il a le ticket, il attend de le composter, et certainement que Stéphane Le Millian savait qu'il allait plus être dans les plans... très rapidement. Ouais, mais c'est l'éternel truc. Si tu le fais jouer, tu l'exposes aussi. Tu l'exposes en termes de visibilité. Oui, et puis à un moment donné, tu as des besoins aussi. Sans faire injure à Bryan Maggio, aujourd'hui, tu es un club qui n'avait pas de vrai numéro 9, qui avait quelques difficultés. Tu fais jouer le joueur qui n'a pas encore connu ce niveau-là, même si Idrissa Gueye ne l'a pas connu non plus, mais tu tires aussi un petit peu une balle dans le pied. Oui, mais je ne parlais pas trop en tant que blessure, le risque de l'exposer, qui se blesse. Je parlais plutôt au niveau de son implication, peut-être qu'il était plus là, sans être vraiment là. Parce que quand tu as l'agent qui t'appelle matin, midi et soir, qui te dit ton salaire, ton truc, on est à 2 doigts de trouver un accord. Est-ce que tu es impliqué à 2000%? C'est pas. Mais même un jeune comme ça, qui est encore vraiment en développement, pour ne pas dire en post-formation presque, tu crois qu'il résonne Non, mais c'est le jeu. Non, c'est pas conscient. C'est le jeu du business. Dans sa tête, il se dit peut-être demain je suis plus là. Alors le projet maintien, le projet FC Metz, le projet club, lui peut-être que ça passe. Et encore une fois, inconsciemment, c'est un bon garçon, il veut jouer, marquer des buts, même parce que quand tu es joueur et que tu es sur un terrain, tu n'es pas là en te disant oui, je vais être transféré ou quoi. Mais est-ce que tu es dans les conditions optimum mentalement, physiquement? Et peut-être que Stéphane Le Millian considérait que Bryan Maggio, lui, est là, bien là, on ne parle pas de départ, etc. Et il le met titu tout de suite. Il y a ça, et il faut se positionner aussi du côté du club, du FC Metz. Et je pense que le FC Metz, déjà, c'est un secret de Polichinelle, avait besoin de ce transfert en termes d'argent, clairement. Et il faut arrêter d'imaginer plein de choses. Le FC Metz, c'est un petit club, un des tout petits de ce championnat. Et peut-être même, quand on voit Saint-Étienne, Montpellier, qui jouent en Ligue 2, qui ont peut-être des sommes plus importantes à mettre sur des salaires, etc. Quand on voit que Montpellier a encore Savani aujourd'hui, je me dis, il faut payer le pépère. Hein. Ah oui. Donc je me dis, à un moment, si cette vente-là était nécessaire pour le club et que ça met le club en position saine, je ne vois pas en quoi ça pose tant de problèmes. Parce que je pense que sportivement... Ça pose pas de problème. Tu as son remplaçant, les comptes sont équilibrés parce qu'il fallait vendre pour 20. Eh ben oui. Là, c'est fait. Ah non, on va être chiant et en parler. Et puis on l'a vu. C'est-à-dire que si tu n'as pas, tu le disais, Steph, si tu n'as pas des garçons 100% sur le terrain, prêts à combattre avec cette volonté de rester en Ligue 1, tu ne peux pas compter sur eux, c'est pas possible. Et il te faut absolument 16, 18, 20 joueurs, absolument dans le projet du maintien en Ligue 1. Et ce garçon-là, depuis le début de la préparation, les 3 matchs, ou les 2 matchs qu'on a vus lui, il n'est pas dedans. Ouais, mais est-ce qu'il ne plafonne pas en termes de niveau aussi, tout simplement? 18 Là, ans. on dit il est perturbé, il gamberge. 18 ans, je pense qu'il a un potentiel. Non, mais il y a on n'est pas des Nostradamus du football. On ne peut pas savoir ce que ce garçon-là vaut à 20 ans, à 22 et à 25. Tu ne peux pas le juger. Il y a un peu des deux. Là-dessus, Borby, après on passe à la suite. Il y a encore plein de choses à faire. Oui. Non, je vais juste finir là-dessus. Non, tu peux finir là-dessus, t'en fais pas. Non, il y a certainement un petit peu des deux. On se met à la place du joueur. Il y a beaucoup de choses qui transitent dans sa tête. Depuis le début, quand on te place sur la liste des transferts, tu ne peux pas reprocher ensuite aux joueurs de ne pas être impliqués à 200%. Et surtout quand tu vois les noms, je pense aussi. Il y a quand même des noms genre Manchester, même si ce n'est pas le Manchester qui a fait rêver sous
sur Alex Ferguson, mais Manchester United qui vient toquer à la porte des rumeurs, ne serait-ce que ça. Je pense que ça doit cogiter un petit peu. Ça, il faut le gérer, il faut apprendre à le gérer, il est encore très jeune. Et le deuxième volet, c'est qu'il n'a jamais connu la Ligue 1. On ne peut pas attendre non plus monts et merveilles. Peut-être que ses performances sont liées aussi à son manque d'expérience à ce niveau-là. Puis on avait dit qu'il était aussi un petit peu en deçà de ses performances en fin de saison en Ligue 2. Messieurs, il y a eu des départs, oui, mais il y a aussi une arrivée du côté du FC Metz qui tient enfin son latéral gauche, Fodé Ballo-Touré. Il est formé au PSG, passé par Lille, Monaco ou encore le Milan AC. Il était libre de tout contrat. Voilà donc celui qui sera le remplaçant numérique, en tout cas, peut-être pas autant, on lui espère, de Mathieu Hudol. Ce choix, Patrick, bon... Il fallait, c'était un peu tard pour faire avec le mercato. Il y avait d'autres dossiers sur le bureau de Frédéric Arpinon. Ça n'a pas été jusqu'au bout. Fodé Ballo-Touré, on ne va pas non plus cracher dessus. 28 ans, plus de 100 matchs en Ligue 1, une belle expérience, une petite expérience européenne aussi, la Ligue des Champions notamment. Bon, on attend de voir ce que ça donnera parce que c'est pas un joueur qui a eu beaucoup de matchs ces dernières saisons. C'est 10 matchs en une demi-saison, 13 en tout, je crois, sur toute la saison dernière. Mais quand on est le FC Metz, c'est évidemment qu'on accueille à bras ouverts ce genre de joueur. Et j'ai envie de te dire, pour reprendre ta formule, quand on est le FC Metz, on est forcément aussi dans une logique de mercato d'opportunité. Voilà. Il y a ce joueur-là qui, aujourd'hui, est accessible pour le FC Metz parce que, précisément, il est un petit peu en perte de vitesse depuis quelques années maintenant. Il ne fait que 10 matchs la saison dernière avec Le Havre. Beaucoup de soucis de blessures. Ceci étant dit, on a un joueur de 28 ans qui est passé par des clubs prestigieux. Ça peut paraître éloigné aujourd'hui dans son parcours par rapport à son histoire récente. En attendant, on a quelqu'un qui arrive. L'opération, d'un point de vue financier, est intéressante. Et c'est un paramètre qui est central quand même aujourd'hui, je le répète, quand on s'appelle le FC Metz. Maintenant, dans une moindre mesure par rapport à Habib Diallo, toute la problématique, c'est celle de l'état de forme. Ouais. C'est celle du temps qu'il va lui falloir pour être à flot. Et c'est là peut-être que cette trêve internationale est la bienvenue. Ouais. C'est 2 semaines pour tenter de gratter ce que tu peux gratter au mieux dans la condition physique, dans le schéma tactique. C'est toujours bien de dire que c'est un match amical qui arrive ce week-end et pas le match contre Angers par exemple. Oui, non mais bien sûr, là on a un petit peu de temps, ça va aller très vite ceci étant. Il a quand même joué la saison dernière. Les grosses blessures semblent peut-être un petit peu plus loin là, en ce qui le concerne. Mais bon, on a notre attaquant. On a notre latéral gauche avec un petit point d'interrogation quand même, il faut le reconnaître. Moi, je considère que le mercato, où je répète ce que je te disais à toi, Steph, je crois, il y avait un impératif de vente pour 20 millions. C'est chose faite, avec peut-être aussi un petit billet à prendre, pardon de le dire de manière triviale, sur le départ du Roi Georges, du côté de Villarreal. Les comptes sont à l'équilibre. On a notre latéral gauche, on a notre attaquant qui est référencé. Ça fait quand même beaucoup de paris. C'est sûr. Est-ce que Habib, c'est un pari vraiment parfaitement. Non, Habib mis à part. Parce qu'Habib, pour moi, c'est un super coup du mercato. Bien sûr. Pour des raisons aussi de lien affectif qu'il a avec le FC Metz, des raisons personnelles qui font qu'il vient et puis qu'il aime le club tout simplement. C'est un super coup, c'est un super attaquant. Brian Maggio, on disait, manque de maturité, mais il va énormément progresser à l'entraînement en regardant les déplacements, la façon de travailler d'un Habib Diallo qui a de l'expérience, qui a déjà marqué, je crois, 20 buts en Ligue 1. Sur sa dernière saison avec Strasbourg. Ce qui est énorme quand même. Ah oui, je pense que Metz, aujourd'hui, c'est tous les jours qui signe pour cette saison. Alors, ils sont où les paris? Donc ça, c'est magnifique, mais attention à ne pas faire trop de paris. On connaît pourquoi on fait des paris, parce que le manque d'argent, les contraintes budgétaires font qu'on ne peut pas aujourd'hui avoir un joueur avec un pédigré de 200, 150, 200 matchs de Ligue 1. C'est inatteignable au niveau financier. Les paris, c'est tu prends les 2 Géorgiens qui sont des bons joueurs. C'est des bons joueurs. À développer. Mais est-ce qu'ils sont prêts maintenant à être performants en Ligue 1 ? Ils n'ont jamais joué en Ligue 1. Boubacar Traoré a très peu joué. Attention, il y a 3 matchs, je ne l'espère pas, mais sur 10, 15, 20, 30 matchs... Il monte en puissance là quand même par rapport à Strasbourg. Il monte par rapport au premier match contre Strasbourg. Et si tu regardes objectivement, il n'a pas beaucoup joué les dernières années. Tu vois. Donc Yegbe qui vient en toute fin de mercato, il est arrière gauche, il y a 2 buts pour sa pomme, le pauvre, il se demande ce qu'il arrive, il a encore les valises à l'hôtel. Au niveau de la confiance aussi, peut-être qu'il sera impacté. Donc tu as beaucoup de
paris où tu jettes... C'est imparfait, mais les cases, on va dire, sont cochées. Si on raisonne à froid, voilà. Les cases, tu les coches toujours. Tu trouves toujours des joueurs. Après, il faut des joueurs... Avec quoi tu coches qui est le niveau Ligue 1, parce que tu es en Ligue 1. Aujourd'hui, on est à 3 matchs. On est quasiment mi-septembre si on prend la venue d'Angers. Tu as 0 points. Et là, le maintien se jouera à 1, 2 points, voire peut-être goal average. Ça se joue à rien. On a pris du retard à l'allumage, on a perdu le derby. Donc il y a le fait des départs où on a perdu énormément d'expérience sur et en dehors du terrain, dans le vestiaire. Quand tu perds plus en dehors. Traoré, Oukidja, Boda, qui jouait plus. Udol, oui, mais c'est dans le vestiaire, Diallo, Jalot, tu perds beaucoup d'expérience. Non, mais on ne peut pas dire que Diallo, c'est un genre d'expérience. Il a joué 24 matchs titulaires. Diallo. Après, il joue Jalot. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a quand même pas mal... Il a brillé sur les buts qu'il a marqués, mais jamais trop dans un match entier l'année dernière. À mon sens, tu as perdu beaucoup de maturité, d'expérience dans le vestiaire. Tu as raison, sur le terrain, dans le vestiaire. On monte d'un niveau, et j'ai vu... Tu vois, dans le vestiaire, tu as un garçon comme Stambouli, tu as Deminguet, maintenant tu as Habib Diallo, tu as Gbamin qui est là, qui connaît quand même bien la Ligue 1. Tu vois, moi je pense qu'il ne faut pas noircir autant le tableau. Tu vois, il faut déjà se remettre dans le contexte du FC Metz, que des paris, tu es obligé d'en faire, que les joueurs de Ligue 1, mais moi je l'entends, mais tous les jours je les accueille. Mais un joueur de Ligue 1 aujourd'hui, putain, ça culmine à combien ? 100, 120 000 par mois ? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de filer des salaires comme ça à Metz ? Non. Clairement, non. Après, la deuxième chose, c'est que je me dis, on est à Metz, la grande complication, notamment pour l'entraîneur, c'est il faut des résultats. Il faut qu'avec des joueurs qui soient, entre guillemets, moyens au départ, il faut surperformer. Et puis surtout, il faut, parce que c'est une volonté présidentielle, de vendre chaque année. Il faut potentialiser chaque joueur pour en faire des joueurs, non pas bankable, mais des joueurs qui doivent faire progresser. Le petit Sané, derrière, c'est ça. Au début, on dit, il a 19, 20 ans, il est pas mal, etc. Bon, il faut être honnête, il a gagné en maturité, il a gagné en plein de choses depuis que Stéphane Le Millon est arrivé. L'une des meilleures nouvelles, Steph, si je puis me permettre, c'est qu'il soit resté. Une des meilleures nouvelles de ce mercato. Mais Kofi Kouao, aujourd'hui, pour moi, les 3 premiers matchs me montrent que c'est un joueur de Ligue 1. C'est un joueur de Ligue 1. Ce qu'on ne pouvait pas dire il y a 2 ans. Steph, je partage ton optimisme, mais tu ne peux pas nier que tu as perdu en expérience, que tu n'as pas forcément remplacé et que tu manques justement d'expérience en Ligue 1. Ça va venir avec le travail. Stéphane Le Millon fait un excellent travail. Fred Arpinan, le pauvre, c'est un magicien. Il doit faire avec moins, il doit faire plus. Je veux dire, l'avion, tu décolles, tu vas à New York, on te retire un bout du moteur, une aile, et on te dit, amène l'avion à bon port. Tout ça, j'en suis parfaitement conscient. N'empêche que la Ligue 1, c'est pas la Ligue 2. T'as pas le temps, la Ligue 1. La Ligue 1, tu peux pas faire de bricolage. Les Géorgiens sont très bons. Moi, j'aime bien. Je pense que c'est des bons joueurs. Ils vont progresser. Mais moi, est-ce qu'on va se maintenir ? C'est ça qui m'intéresse. Mon obsession, est-ce qu'on va se maintenir à la fin ? Et peut-être... Je pense qu'on est tous comme ça. On est tous à se poser la question. Mais il n'y a personne qui a la réponse aujourd'hui. Mais il vaut mieux mettre toutes les chances de ton côté. C'est-à-dire faire un mercato plutôt précoce, pour que justement... Tu peux pas le faire comme tes Metz, Steph. C'est très difficile aujourd'hui. Et Rennes, regarde Rennes l'année dernière. Peut-être que ça a changé. Ne me dis pas que Rennes l'année dernière était un exemple. Rennes l'année dernière, ils ont eu 3 entraîneurs, ils ont un effectif pléthorique, etc. S'ils n'avaient pas, mais ils ont failli. Ils étaient à la limite de la charrette, quoi. Tu vois, ça veut dire, est-ce qu'aujourd'hui, au bout de 3 matchs, tu as des certitudes ? Aucune. Non. Aucune. Non. Dans le contenu, moi, j'ai des motifs d'espoir. Dans le contenu, je vois des bonnes choses. Je vois des joueurs qui ont envie, qui veulent créer. Il y a une certaine liberté au niveau offensif. Il y a certains déséquilibres qui ne pardonnent pas en Ligue 1. Ça peut passer en Ligue 2. Mais quand tu as Yekbe qui est haut, Sikouao est haut, tu as les 2 centraux, ils sont livrés à eux-mêmes. En Ligue 1, il y a trop de qualité technique, il y a trop de vitesse
pour se permettre ça. Donc c'est vrai qu'en ce moment, dans ces chemins-là, tu as Moses Simon et Fofana qui sont arrivés. Bon, et boum, ça calme en général. Oui. Après, c'est la profondeur de banc. À ce moment-là, peut-être il vaut mieux jouer le 2-2. Et puis le match nul et revenir avec un point, débloquer le compteur, ça redonne un peu de confiance avant la trêve internationale. Bon, après, c'est des erreurs qui se paient cash au très haut niveau. Mais Steph, je rebondis, si je puis me permettre. Tu auras le mot de la fin. 2 expressions que tu as utilisées. La profondeur de banc, et un petit peu plus tôt, en réponse à Steph, tu as dit attention à l'excès d'optimisme. Bon. Il ne s'agit pas de chercher des excuses. Attends. Laisse-moi terminer, monsieur. J'ai rien dit. J'ai vu ton regard. Il ne s'agit pas de chercher des excuses. Et moi, j'ai eu l'occasion dans une émission précédente de dire c'est pas notre championnat, les adversaires qu'on a affrontés. Et j'ai croisé 1 ou 2 personnes qui m'ont dit attention au discours petit bras de Luz. Attends, c'est pas la Ligue des Champions. Je parle de Strasbourg et de Lyon. Aujourd'hui, ce sont des équipes. Oui. Évidemment, tu es en Ligue 1. Évidemment, tu es allé chercher cette place et de haute lutte. Et il faut la défendre, cette place en Ligue 1. Donc, bien sûr que tu peux exister contre Strasbourg, c'est ce qu'on a su faire défensivement. Tu peux proposer par séquence des choses face à Lyon. Malheureusement, on en prend 3. Mais parce qu'il y a de la profondeur de banc, il y a de la qualité et il y a du budget qu'on n'a pas. Mais il y aura toujours ça en face. Oui, je suis d'accord. Je suis désolé de l'apprendre, mais il y aura toujours ça sur les... Je ne le découvre pas. Mais Steph, le problème, c'est qu'à fortiori, dans un contexte où le mercato pour Metz s'est débloqué alors qu'il y avait déjà 3 journées. Ce n'est pas pour se chercher des excuses. Mais je le répète, ça commence un peu maintenant. Oui. Maintenant qu'on a notre attaquant, maintenant qu'on a notre latéral. Certes, je suis d'accord avec toi, il y a des paris avec Titashvili, voilà, Traoré dans une moindre mesure. C'est vrai. Mais je trouve que quand tu es le FC Metz, c'est difficile, extrêmement difficile de rivaliser avec Strasbourg, de rivaliser avec Lyon. Ça ne veut pas dire partir battu. Je suis d'accord. Il faut être réaliste à un moment. Tu ne peux pas rivaliser sur le plan financier avec quasiment l'entièreté des autres. Et bien donc la répercussion, c'est sur le plan sportif. C'est quoi tes chances ? Je pense que d'avoir un effectif à 90% le jour de la reprise est fini. Pour pouvoir bosser, oui, parce que c'est par le travail, par les repères, tu l'auras pas à 90%. Par la force collective, par aussi le signal des dirigeants qui doivent dire, par exemple Udol, tu retiens pas Udol. Ça, c'est un autre débat, je suis d'accord avec toi, Steph. Je le comprends, parce que tu proposes quoi à Mathieu ? Il aime le club comme personne qui serait resté. Bien sûr. Mais il voit très bien l'histoire avant d'avoir commencé le bouquin. C'est-à-dire que les meilleurs vont partir, on va me demander de rester, et puis vas-y, maintiens-toi. Et lui, il en a marre de faire l'ascenseur. Donc si tu lui vends un projet, écoute Mathieu, on joue le maintien parce qu'on est promu. Mais pas que le maintien. Même si tu n'y crois pas, mais tu dois donner bien sûr. de l'ambition. Il n'est pas con, tu ne peux pas lui vendre des tapis. Tu peux être un peu habile, je pense. Il y a un discours, à un moment donné, un joueur, tu le fais rester ou tu le transfères sur des discours, sur un projet. C'est ce qu'on n'a pas su faire, clairement. Si tu viens et tu dis, on doit vendre tout le monde. Mais si le garçon a envie de se barrer, putain, j'arrive pas à comprendre ça. S'il a envie de voir autre chose. Si ce garçon-là est motivé par voir autre chose, au départ, tu peux pas lui dire n'importe quoi et lui dire, écoute, on va se maintenir, on va jouer les 10 premières places. Lui, dans sa tête... Bien sûr que Mathieu, il était déjà réglé. Les actes suivent les paroles. Mais les actes, on est au mois de mai-juin, c'est compliqué quand même, tu vois. Tu peux pas lui reprocher de partir si tu lui dis, il faut vendre pour 20 millions, on monte en Ligue 1, on va avoir une équipe peut-être au début plus faible que l'équipe qui a joué Reims en barrage. Tu ne peux pas vendre non plus le projet-là et pleurer parce qu'il est parti. Mais Steph, moi, quelque part, je le comprends. Et moi, je pleure pas son départ. Je suis content pour lui. Tu pleurais dans la... humainement, pour plein de choses, évidemment. Mais je me dis que c'est le lot aussi d'un garçon qui, à un moment, il faut respecter aussi son envie de voir autre chose et de vivre autre chose. Est-ce que tu es sûr qu'il avait envie au départ au mois de mars, avril. C'est un garçon en qui je fais confiance. Quand tu montes, est-ce que tu es sûr qu'il avait envie de partir ? Mais qu'est-ce qu'il va faire ? C'est pas lui qui avait dit qu'il avait des contacts déjà fin de saison dernière avec Lens et qu'il avait mis un accord à ce moment-là, mais même si avec bien avant les barrages. Même si tu lui vends du rêve, qu'est-ce qu'il va faire une saison de plus à Metz, Mathieu Udol ? C'est logique pour moi qu'il parte. Il a envie de pérenniser le club en Ligue 1, d'avoir des ambitions. Je dis pas rester à Metz pour rester à Metz, rester à Metz en ayant des ambitions, en apprenant des erreurs du passé. Tu vois, là, c'est un discours. Mais bon, maintenant, c'est fait. Je trouve, et moi j'ai déjà eu l'occasion de le dire, et là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, le discours qui a consisté à dire, moins de 2 semaines après cette folle remontée
bon bah les gars, fin de la récré, il faut vendre pour 20 millions, même si c'est réel, même si c'est vrai. Ça a été une erreur au niveau de la communication. Je pense qu'il y a d'autres manières de le faire, de manière peut-être un petit peu plus subtile, même si sur le je vais fond... me permettre, j'entends depuis tout à l'heure, c'est vrai que toi, Borby, tu es un petit peu... pas pessimiste, on va dire que tu essaies d'être un peu plus terre à terre. Réaliste. Je vais quand même laisser les supporters répondre à ça, parce que je suis allé les voir cette semaine, j'ai tendu mon petit micro pour se demander, est-ce que vous êtes d'accord avec Borby Koenig ? Bon, on ne connaissait pas ton avis à ce moment-là, certes. On a quand même écouté leur avis, et globalement, ils ont l'air d'être un peu plus optimistes, un peu plus comme Stéphane Molien, si on les écoute. Le marché des transferts est terminé depuis ce lundi, l'heure pour le FC Metz, mais aussi pour ses supporters, de faire le bilan. Moi je dirais que c'est plutôt un bon mercato, même s'il y a quand même eu des failles, notamment au poste de latéral gauche. Je pense qu'on a fait un très bon mercato, dans le sens des départs, plus que dans le sens des arrivées quand même, parce qu'on a perdu notre capitaine. Et après, niveau arrivée, on est plutôt pas mal, il manque peut-être 1 ou 2 joueurs, à voir avec le recrutement de joueurs libres ce que ça peut donner. En chiffres, le club à la Croix de Lorraine a dépensé 6,1 millions d'euros lors de cette fenêtre estivale, bien loin de son voisin, le Racing Club de Strasbourg, en tête de liste avec 127,5 millions d'euros dépensés. Dans une saison marquée par le manque de recettes liées aux droits TV, tous ou presque ont vendu plus qu'ils n'ont acheté, sauf 3 clubs, le Paris Saint-Germain, le Racing Club de Strasbourg et le Paris FC. Avec 26 mouvements cet été pour 9 recrues et 17 départs, le FC Metz s'est montré actif et chacun a son mouvement préféré. Mais le retour de Habib Diallo, on verra ce que ça donnait, mais intéressant. Habib Diallo, ça y est, de retour à la maison. Après, j'espère qu'athlétiquement, ça suivra. Ça va nous faire du bien, surtout que c'est un ancien joueur qui connaît la maison. Donc Vous l'aurez compris, la tête d'affiche de ce mercato, c'est lui, Habib Diallo, de retour au club 5 ans après son départ. Bien que certains marchés des transferts soient encore ouverts à l'étranger, le FC Metz peut désormais se concentrer sur le terrain, sans les tracas du mercato, pour quelques semaines seulement. J'ai bien aimé voir vos têtes pendant les chiffres de cette Ligue 1 sur le marché des transferts. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ce mercato. On va continuer un petit peu à le faire jusqu'à la fin de cette émission. On va quand même revenir rapidement sur cette notion de profondeur de banc. Ouais. C'est vrai que ça aussi, ce serait important au FC Metz. Il faudra déjà combler un manque, celui de Sadibou Sané, on en a parlé tout à l'heure, suspendu pour 3 matchs fermes après son carton rouge face au Paris FC. Il manquera les réceptions d'Angers et du Havre ainsi que le déplacement à Monaco. Très rapidement, le fait de savoir que Sadibou Sané manque les matchs face aux concurrents directs, entre guillemets, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien que face à Monaco, par exemple, ou ce genre de choses ? C'est moins bien. Moi, j'aurais aimé l'avoir contre Angers, qui va être vraiment un match de notre championnat. Voilà. Alors, je savais que je pouvais les remettre tout de suite dedans. Oui, c'est pénalisant. Comment on va pouvoir s'intégrer à son poste peut-être plus naturel, Yekbe ? Le remettre un petit peu dans le circuit. Il a dû prendre un bon coup sur la carafe quand même avec le match face au PFC. Ouais, là, ces 3 matchs, c'est quand même très gênant sur la séquence qui suit, puisqu'il y a et Angers et Le Havre, il n'y a pas que Angers. Surtout quand tu vois qu'il est capable de mettre des buts comme ça. Ouais, en plus. Et qu'il était quand même bien sur ce début de saison. Là, moi, c'est surtout après, je n'ai pas trop compris sa semelle sur la cuisse. Mais ça, voilà, c'est fait. C'est du passé, il faut composer avec. Il y a Mboula. Au moment où on parle, on a 4 joueurs pour 2 postes de centraux. Si on joue en 4-2-3-1, et c'est ce qui semble être le cas sur les dernières semaines. C'est très gênant, c'est très pénalisant. Voilà. Est-ce que cette mini-trêve va permettre effectivement de remettre d'autres joueurs à flot ? C'est toute la question. Et profondeur de banc. Juste une petite parenthèse, quand tu vois qu'au PFC, tu peux faire rentrer Lesmelou et Crasso, c'était là que ça manquait clairement chez nous par rapport à ce manque de densité. Et pour moi, il peut peut-être aujourd'hui être sur les côtés. Voilà. Il y a un supporter qui me dit que j'ai regardé jouer Angers, ce n'est pas notre championnat. Comment ? Il y a un supporter qui me dit j'ai regardé jouer Angers, ce n'est pas notre championnat. J'espère qu'il parle de Ligue 2. Ouais. Sinon, ça va être compliqué pour la reprise. Ils battent Nice, hein. Moi, je ne suis pas trop d'accord. Je les ai vus jouer, ça m'a pas... Ça m'a pas trop enthousiasmé. J'ai vu Auxerre Nantes, ça m'a pas enthousiasmé non plus. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a parlé mercato. C'est vrai que là, la fenêtre se referme. Alors on attend de voir si peut-être il y aura encore un mouvement ou deux. Il y a encore des mercatos qui sont ouverts à l'étranger. Mais de se dire que le FC Metz va pouvoir se concentrer sur le football, ça par contre, c'est quand même la meilleure nouvelle de cette fin de mercato. Le groupe, on le connaît. Les petits tracas, il y en a peut-être encore 1 ou 2 qui vont être gérés. On pense peut-être au cas Sabali, au cas Joël Assoro aussi, qu'on ne voit plus du tout, qui n'existe plus dans cette équipe. Peut-être que ces joueurs-là voudront aller voir ailleurs, peut-être ajouter une petite manne financière en plus pour le FC Metz. Mais Stéphane, vraiment le terrain maintenant désormais pour faire parler cet objectif qu'elle maintient.
Ah bah oui, c'est sûr. Je pense que Stéphane Le Mignan doit être soulagé. Il n'a pas arrêté de dire qu'il veut que ce mercato se termine avant la reprise du championnat. Et je pense qu'ils sont beaucoup comme ça. Pour un entraîneur, il n'y a rien de pire d'avoir des joueurs en face de lui qui veulent partir, qui sont susceptibles de partir, qui sont malgré tout là. Et avec une application géométrie variable ou des joueurs qui arrivent, qu'il faut remettre en forme en cours de route alors que le championnat est parti. C'est sûr que c'est des conditions de travail qui ne sont pas optimum. Donc un coach veut son effectif pour faire de la cohésion, même durant la préparation, ça sert aussi à ça. Hein. Il y a l'aspect physique, athlétique, tactique, mais l'aspect mental, vivre ensemble, le dépassement de soi pour le groupe, la force collective, parce qu'on sait que la saison sera très longue en Ligue 1, elle sera aussi semée d'embûches avec des défaites. C'est pour ça que je parlais de maturité de groupe, parce qu'il faut encaisser aussi. En Ligue 1, par définition, tu perds aussi plus de matchs qu'en Ligue 2, donc ça rigole moins, donc tu es dans le dur, tu as des joueurs qui font des mauvais matchs. Peut-être l'exemple le plus parlant, c'est celui d'il y a 2 ans, où tu fais un très bon début de saison et derrière tu enchaînes sur très vite une période de 10 matchs sans victoire. Tout le groupe qui s'est effondré, qui a fait ressortir peut-être les mots du FC Metz de Laszlo Bologna. Ça peut arriver en Ligue 1 et ça va certainement arriver. On va avoir des trous d'air et là, il faut les ressources mentales et de la maturité. Après, je suis ni pessimiste ni optimiste, je suis réaliste. Et là, on a 0 points sur 9. Et je me souviens que Jean Fernandez, lui, il nous fixait un challenge sur les 3 premiers matchs. Il y a 9 points, donc c'était en fonction des adversaires. Il faut 6 points, 7 points, 4 points. Si on se déplace, c'est sûr, à Marseille, à Paris, c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que les 3 premiers matchs conditionnent tout le début de championnat. Dans les têtes, au niveau du moral, on évalue un petit peu si on est dans les clous, on peut faire des résultats ou pas, ou si vraiment c'est très très compliqué. Donc toute la préparation est axée sur ces 3 premiers matchs. Là, on a du retard et j'espère qu'il sera comblé. Steph, je te rejoins, on a tous envie que Metz se maintienne, évidemment, ça se jouera à peu de choses. Mais si on ne peut pas lutter sur le terrain financier à recruter des gros joueurs, c'est quoi nos alternatives ? D'avoir un groupe, peut-être même avec des joueurs moins forts, qu'on peut espérer avoir et qu'on n'aura pas ou qu'on aura très tard, mais des joueurs impliqués, concernés, qui sont là dès le départ pour moi. C'est une des conditions du maintien. Tu parlais de rivaliser sur le plan financier. Il est clair que le FCS ne pourra pas, en tout cas pas sur ce mercato estival. On va regarder les chiffres. Vous les avez déjà entendus pendant ce sujet, mais on va revenir dessus. 6,1 millions d'euros dépensés, sans compter les options d'achat de certains joueurs. C'est loin derrière le Racing Club de Strasbourg. Et on remercie Météo Foot. C'est mon petit plaisir personnel sur Twitter, je ne sais pas, ça fait partie des pages qui te mettent tout ça en lumière, ce genre de chiffres. Et on est bien loin des 127,5 millions d'euros de Strasbourg ou encore des 100 millions d'euros du Paris et Saint-Germain, mais certains clubs qui ont fait 0 de dépenses, comme le prochains adversaires. Ou encore Angers. Tiens, ne serait-ce pas notre championnat, Patrick ? J'arrête. Mais il y a aussi cette question des droits télé qui a touché toute la Ligue 1, ou presque, évidemment, les clubs européens qui sont un petit peu moins impactés par cela. Mais la balance, elle est quand même globalement positive. La Ligue 1, le championnat qui a réalisé le plus de bénéfices dans les 5 grands championnats, c'est 303 millions contre 160 millions, par exemple, en Bundesliga. Le FC Metz a réalisé une plus-value de 12 millions d'euros. Toujours sans les options d'achat. Mais il n'y a que 3 clubs, on l'a dit, qui sont dans le rouge, le Paris FC, le Paris Saint-Germain et Strasbourg. Messieurs, on se rend compte que la réalité est quand même heureusement la même pour tout le monde. Allez, ou presque, Stéphane. Oui, alors c'est comme des chiffres à prendre entre pincettes parce que tu regardes l'Olympique Lyonnais, plus 69,1. Bon, si ce n'est qu'on ne compte pas là-dedans les 500 millions de dettes qu'ils ont depuis je ne sais pas combien d'années. Mais qu'on compte les 30 millions de Mikotadze, dont les 3 qui sont arrivés dans les poches du FC Metz. Voilà, donc... ça, c'est le petit point... Après, tu vois, moi je me dis, le Havre, même s'ils ont connu beaucoup de réussite l'année dernière pour se maintenir et pas aller au barrage, tu vois, Auxerre qui a fait une saison, non pas... Alors, parce que tout le monde voit que le FC Metz, mais rappelez-vous quand même qu'Auxerre, au moment où ils montent en Ligue 1, ils perdent un de leurs meilleurs joueurs aussi, Gauthier Hein, qui vient chez nous. Donc tout le monde aurait pu aussi s'exclamer au Auxerre, dire putain, mais ça sert à rien, on perd notre meilleur joueur, qu'est-ce qu'on va faire en Ligue 1 Qu'est-ce qu'ils ont fait en Ligue 1 ? Une super saison. Donc, mais il y en a d'autres qui se sont révélés. Le petit devant Perrin, Sinayoko, etc. Moi, je crois qu'il
il faut faire confiance dans le travail du coach. Il faut faire confiance aussi dans ce qui a été établi. Il ne faut pas imaginer comme que Fred Arpinon et tout son staff, ils ont été chercher des mecs parce qu'il leur manquait un arrière-gauche, un avant-centre, machin. Enfin, ils ont travaillé ça depuis des mois. Et lui, c'est une tête pensante, certes, mais il a autour de lui un vrai staff, des mecs qui travaillent avec lui pour lui donner des idées, avec plein d'agents, etc., avec qui il s'entend bien. La deuxième chose, c'est que c'est un club qui ne, on le sait, qui ne pourra pas compter sur des millions. Donc il faut des idées. L'idée Habib Diallo, l'idée Traoré, là, on a l'idée des clubs locaux, peut-être pour faire parler l'attachement, comme ça a pu être le cas pour ces joueurs qui sont revenus, Habib Diallo, l'idée Gauthier Hein l'année dernière. Enfin voilà, il faut être un moment certainement aussi culotté, un petit peu dans les demandes qu'on va faire. Là, des petites trouvailles de temps en temps. Ballo-Touré, clairement, c'était pas le plan A. Peut-être même c'est le plan C ou D. Tu vois, mais tu l'as quand même. C'est un plan. Et c'est un plan, voilà. Oui, et quand on a connu... Steph, tu peux faire des paris, mais ça doit être à la marge, à mon sens. Mais est-ce que Traoré, c'est un pari? Est-ce que Habib Diallo, c'est un pari? Est-ce que Gbamin, c'est un... On t'a quand même un axe central qui, pour moi, ne sont pas des paris, tu vois. Donc après, tu es obligé. Après, tu as aussi des joueurs jeunes. Tu en as parlé, des jeunes. Ndoukidi est parti, mais Bokele, pour moi, c'est un pari de remplaçant. Ce mec-là, il a joué combien de matchs en Ligue 2? Tu vois, c'est un pari de remplaçant. Tu gardes le petit Mélière, ça reste un pari de jeunesse. Tu vois, est-ce que Alpha Touré, c'est pas encore aussi un petit pari? Mais tu es obligé de garder, tu es obligé de saupoudrer avec des joueurs d'expérience, des joueurs qui n'ont pas encore... C'est l'équilibre du groupe. Et moi, je pense que l'équilibre est là. Maintenant, et tu as dit un truc... tu auras le mot de la fin. Rapide, tu as dit un truc aussi important, c'est le mot culot. Je ne sais pas si vous avez vu ça cette semaine, mais il y a eu une double page dans un quotidien généraliste consacré à Stéphane Le Mignon et sur la manière de, comment dirais-je, combler des écarts avec des gros en termes de rapport de force. Et il a dit une phrase quand même intéressante, et je pense que c'est sincère et que ce n'est pas uniquement de la communication. Il a dit je veux continuer à proposer du jeu. Je veux continuer à exister par le jeu, par l'envie de jouer. Évidemment, il faut de l'équilibre. C'est son ADN. Il a toujours fait jouer. Est-ce qu'on a eu ça récemment? Ah non, mais ça, c'est très bien. C'est très très bien. Est-ce que ça, c'est pas déjà une espèce d'axe comme ça en Ligue 2, et rappelle-toi, on n'a pas fait un super départ la saison dernière. On avait fait nul contre Bastia. Laval, le nul contre Bastia. Laval, il avait fait une victoire contre Rodez, par exemple. Il n'a jamais c'est pas affolé, il n'a pas dérogé. De proposer du jeu. Pascal Gatien a bien fonctionné clairement comme ça. Comment? Pascal Gatien a bien fonctionné comme ça. Mais on espère que Stéphane Le Mignon ne dérogera pas à cette règle sur cette suite même de championnat, parce que nous on a sur la fin de l'émission, par contre, messieurs, je suis désolé. C'est limité, malheureusement, quand on s'amuse et qu'on parle FC Metz, ça passe super vite. Mais on va continuer à le faire dès ce lundi, c'est la trêve internationale, mais nous on reste au rendez-vous. Merci messieurs de m'avoir suivi sur ce plateau que vous avez l'air d'avoir tous apprécié. Voilà, ils n'ont plus envie d'en partir. Nous on se retrouve très vite sur Moselle TV.